Bienvenue dans L'Histoire, le podcast. Un podcast produit par le magazine L'Histoire qui fait appel aux auteurs et aux archives de la revue pour éclairer une question d'actualité. Un épisode présenté par Anaïs Fléchet. Situés au milieu de l'Atlantique, à plus de 1400 km des côtes du Portugal, les Açores ont joué un rôle central dans la découverte de la route des Indes et la conquête des Amériques à l'époque moderne. Colonisé par le Portugal en 1439, l'archipel est intégré de force dans l'Empire espagnol en 1583 et devient un véritable hub du commerce mondial. On y croise des navires venus d'Asie, chargés de poivre et d'épices, des convois rentrant des Amériques, emplis d'or, de sucre ou d'argent, mais aussi de nombreux colons portugais, des esclaves africains et des soldats castillans qui, à l'encontre de tous les règlements militaires de l'époque, s'installent à demeure et se marient avec des femmes insulaires. Comment expliquer ces mariages ? Que nous disent-ils de la violence de la colonisation ibérique, des rapports entre Portugais et Espagnols et du rôle de ces îles atlantiques dans la première mondialisation? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Jean-Frédéric Chaume. Jean-Frédéric Chaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des mondes ibériques à l'époque moderne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les royaumes ibériques, les Juifs et la question raciale. Vous avez signé, avec Silvia Sebastiani, Race et histoire dans les sociétés occidentales 15e-18e siècle, paru en 2021, et votre dernier ouvrage, Le passé ne s'invente pas, vient de sortir chez Albin Michel. Vous publiez dans le numéro de mai 2026 du magazine L'Histoire un article intitulé « Aux Açores, l'île des mariés ». Pour commencer, que sait-on des Açores à l'époque moderne ? Pourquoi ces îles sont-elles à ce point disputées par les Espagnols et les Portugais ? Il se trouve que la position qu'occupe l'archipel des Açores, composé de 9 îles, de la plus orientale, Santa Maria, à la plus occidentale, Corfu, 900 km de distance entre les deux extrêmes, cet archipel qui se trouve dans l'Atlantique Nord, au tiers de la distance qui sépare les côtes européennes des côtes américaines, du fait de la carte des courants marins et des vents, est une étape extraordinairement utile pour toutes les flottes qui reviennent d'Asie ou qui reviennent d'Amérique en direction de l'Europe, avec un élément supplémentaire, c'est que l'une des îles, Terceira, qui se trouve à peu près au milieu de l'archipel, présente un profil naturel qui en fait un lieu de protection des flottes absolument invincible et qui donc garantit à tous les navires qui y stoppent d'être à l'abri de toute attaque de la part de corsaires. Les Açores sont alors un espace de compétition entre les Espagnols et les Portugais ? Oui, en tout cas, la conquête des archipels atlantiques, le premier d'entre eux étant les Canaries, chronologiquement, puis Madère, puis les Açores, plus tard le Cap-Vert, est un moment de l'histoire de la fin du XIVe siècle et de toute la durée du XVe siècle qui prédate complètement ce qui va se produire aux Caraïbes avec la première navigation de Christophe Colomb jusqu'à l'hémisphère occidental. Tous les phénomènes que l'on connaît comme étant propres de la conquête de la Caraïbe sont déjà, en quelque sorte, essayés dans les 4 archipels que je viens de mentionner. Je répète que Canaries, Madère, Açores, Cap-Vert, comme à la fois des lieux de conquête, dans le cas des Canaries, de conquête avec réduction, voire extermination des populations locales. Dans le cas de Madère, des Açores et du Cap-Vert, c'est la conquête de territoires sans présence humaine, mais pour autant de ces sociétés qui demeurent des sociétés dès le départ coloniales, puisque pour leur mise en valeur, les autorités portugaises et espagnoles vont faire appel à de la main-d'œuvre réduite en esclavage. Si on se penche plus précisément sur la période de l'union des deux couronnes, qu'est-ce qui se passe dans ces archipels de l'Atlantique ? Alors,
l'histoire est bien connue. En 1578, le roi célibataire et sans enfant du Portugal, en août 1578, meurt à l'occasion d'une guerre qu'il a voulu d'intervention au Maroc. Et son héritier est son oncle, qui est un grand inquisiteur, cardinal de l'Église, lui-même célibataire, plus que sexagénaire, et la probabilité qu'il ait une descendance naturelle est proche de zéro, en sorte que, dès cette époque, plusieurs prétendants se manifestent. L'un d'entre eux est le roi d'Espagne, Philippe II, qui en effet est petit-fils du roi Manuel le Fortuné, roi du Portugal du début du XVIe siècle. Il y a aussi une duchesse, la duchesse de Bragance, mais qui est une femme. Et il y a un autre prétendant qui s'appelle Don Antonio, Antoine, prieur de Crato, qui est un descendant au même titre que Philippe II du roi Manuel le Fortuné, mais il l'est en tant qu'enfant illégitime. Mais il est portugais. Et donc, entre ces deux prétendants masculins, l'illégitime et le légitime, le portugais et l'espagnol, commence dès 1579-80 un duel, et au terme d'un processus qui est à la fois fait de négociations, mais aussi d'intervention militaire espagnole sur le territoire du royaume du Portugal en 1580. Au bout du compte, c'est bien le roi d'Espagne, Philippe II, qui reçoit la couronne du Portugal. Et les Açores, donc en 1580, sont occupés par des Portugais qui ne sont pas véritablement prompts à se rendre ou à devenir des sujets du nouveau souverain espagnol. Voilà, c'est-à-dire que du point de vue de la répartition de la souveraineté au sens traditionnel, l'archipel de Madère et l'archipel des Açores relèvent de la couronne portugaise, tandis que l'archipel des Canaries relève de la couronne de Castille. Lorsque l'union des couronnes est proclamée, la plupart des îles des Açores acceptent sans difficulté le nom du nouveau titulaire de la couronne, à savoir Philippe II d'Espagne, sous le nom de Philippe Ier du Portugal. Et puis il y a une île, il se trouve que c'est celle qui stratégiquement est la plus importante, Terceira, toujours elle, qui dit non. Et la société de cette île se divise en deux camps, le camp de ceux qui acceptent Philippe Ier du Portugal et le camp de ceux qui, Don Antonio étant venu lui-même en personne aux Açores, décide que le roi du Portugal légitime est Don Antonio. Et cette lutte implique des hommes, mais aussi des femmes, comme cette noble dame, Violante do Castro y Canto, dont nous avons ici un portrait dans une chronique de 1583. Recueillie avec ses servantes, femme pleine de vertu, en apprenant ce qui se passait et en voyant que l'île se fortifiait pour se défendre, elle donna de son argent pour aider à financer les travaux. Sans crainte et avec un courage viril, elle était prête à sortir avec ses servantes au port, les armes à la main, pour encourager les faibles et stimuler les lions. On peut dire de cette noble dame qu'elle était une autre Jeanne d'Arc de France. Lorsque la nouvelle de la valeur et de la fermeté de Donna Violante parvint aux oreilles des Espagnols, les nobles et les gentilshommes de bonne volonté l'en estimèrent beaucoup et la considérèrent comme leur souveraine. Donc c'est dans cet espace bien particulier de l'île de Terceira et dans ce moment tout à fait spécifique des années 1580 et 1590 que vont se produire des mariages entre soldats castillans et femmes portugaises installées aux Açores. Alors, ces mariages, comment est-ce que l'historien peut les appréhender? De quelles sources nous disposons pour les étudier? Alors, nous disposons d'une source tout à fait formidable, que sont les registres matrimoniaux, registres de baptême et registres de mise en terre des paroisses de l'île de Terceira, qui ont été étudiés avec une attention et une intelligence tout à fait extraordinaire par une historienne démographe portugaise, Maria Hermínia Moraes Mesquita, qui enseigne au Portugal et qui a fait le grand travail de démographie historique sur ces mariages, ce qui permet de montrer que pendant la première décennie de la présence espagnole aux Açores, le nombre de mariages atteint à peu près 30% des mariages, que ce nombre ne baisse pas pendant la seconde décennie et commence à tomber à environ 15%
à partir de la 3e décennie, mais en tenant compte du fait qu'on ne compte plus comme des mariages mixtes ceux qui sont conclus entre des enfants nés des premiers mariages et des femmes portugaises. C'est-à-dire qu'en réalité, la possibilité de se marier entre Espagnols et Portugaises, puis entre enfants d'Espagnols et Portugaises, continue pendant les 4 à 5 décennies sur les 6 décennies de présence militaire espagnole dans l'île. Outre les registres paroissiaux, vous mentionnez dans votre article la correspondance des gouverneurs de l'île qui tous s'inquiètent aussi de la prolifération de ces mariages, puisque les soldats, a priori, ne sont pas censés prendre épouse et s'installer dans l'île. Donc ce sont des mariages qui contreviennent au règlement militaire de l'époque. Alors oui et non. Oui, parce que, bien entendu, dans toutes les armées modernes, le fait de prendre épouse pour un soldat, en principe, doit dépendre de l'acceptation par l'officialat. C'est une règle très, très générale. Et d'un certain point de vue, un soldat célibataire vivant en caserne est supposé être plus disponible pour tout type d'action qu'un bon père de famille retrouvant son épouse et ses enfants dans la paix du foyer. Mais d'un autre côté, ces Espagnols mariés à des femmes portugaises, ayant des enfants, ayant des beaux-parents portugais, ayant des enfants parlant portugais et espagnol, sont des gens qui s'attachent à l'endroit où ils résident, comme s'il s'agissait de leur seconde patrie, peut-être même leur première patrie au fond. Et du même coup, ces hommes sont aussi réputés avoir tout intérêt à défendre la terre contre d'éventuels adversaires, que seraient les corsaires anglais, corsaires néerlandais, corsaires français ou corsaires algérois et turcs. Et donc, la dénonciation de la matrimonialité des soldats espagnols est en fait très ambivalente. Oui, parce que les textes sont quand même parfois violents, comme cette lettre du gouverneur castillan, Antonio Centeno, de 1596, qui dénonce véritablement les méfaits liés à ces mariages. Que le nombre de mariés atteigne 500, je le crois bien, et que les mariages soient malheureux, cela me peine, car c'est une affaire déplorable. J'ai cherché, et je cherche encore, le remède pour qu'ils ne se marient pas tous, en leur interdisant d'avoir des tavernes, eux et leurs femmes. Car en vérité, l'une des principales raisons pour lesquelles ils se sont mariés est la suivante. Ils se sont dit « Je vais me marier avec Maria Hernandez ou Marie Garcia, et nous ouvrirons une taverne où nous mangerons du pot-au-feu le matin et du ragoût le soir, et si elle ne me donne pas 4 réaux pour jouer, je lui flanquerai 4 paires de taloches, car c'est ainsi qu'ils ont fait jusqu'ici. » Donc ces mariages, ils sont mal vus, ils sont condamnés, mais en même temps, on peut y trouver un certain intérêt aussi. Et ils ont pu apparaître aux yeux des contemporains comme une métaphore, peut-être, de l'union des deux couronnes dans ces terres lointaines. Oui, d'où le texte célèbre Casamento Perfeito, c'est-à-dire le parfait mariage, qui est un texte à peu près la fin de Diego de Paiva de Andrade, qui est un texte un peu de la fin de notre période, mais qui en même temps, comme on peut l'entendre, peut être compris comme une manière de faire allusion au mariage entre l'Espagne et le Portugal. Et dans ce traité sur le mariage, qui donc est l'Espagne et qui est le Portugal ? Bien évidemment, l'Espagne est le chef de famille, en l'occurrence. Le pater familias est bien l'Espagne, et le Portugal est l'épouse dans la rhétorique de ce traité du mariage chrétien. Puisqu'il est bien connu en philosophie que la similitude est la cause de l'amour, ceux qui ne se sentent pas entre eux si semblables doivent s'efforcer de toute leur force, que l'amour soit si efficace et raffiné qu'ils puissent, avec une industrie amoureuse, suppléer aux défauts de la similitude. La volonté, lorsque l'amour la soumet et la retient, ne peut céder à ses désirs et à ses libertés. La fermeté, lorsqu'elle s'y fonde, vainc les pulsions de la concupiscence et les menaces de la tyrannie. Il ne peut y avoir de famille bien gouvernée si la méfiance s'installe entre ceux qui en sont les maîtres. Comme chacun gouverne à sa manière, tout devient incertain et suspect, tout est varié et désorganisé,
Car même si, selon le droit, les maris sont les chefs et qu'ils ont la part principale du gouvernement, les femmes ne doivent pas pour autant être exclues, au point d'être mises sur un pied d'égalité avec les domestiques. Au fond, que nous disent ces mariages des parts respectives des Espagnols et des Portugais dans la colonisation du monde et dans ce contrôle de l'espace atlantique ? Alors déjà, à l'échelle de la simple question hispano-portugaise, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que la naturalité, pour parler dans les termes de l'Ancien Régime, c'est-à-dire le royaume dont on est naturel, est un élément d'identification des acteurs historiques, mais qu'on ne peut absolument pas comparer à ce que nous appelons, depuis le XIXe siècle, une identité nationale. En ce sens que l'identification avec une petite patrie, parfois une paroisse, à coup sûr avec une famille, peut-être avec un collectif auquel on appartient, un collège, que ce soit un collège professionnel, j'entends, pèse d'un poids beaucoup plus décisif que le roi dont, par naissance, l'on dépend. Et ceci se voit très bien dans la discussion politique qui se déploie aux Açores, aux deux extrémités en fait, mais en particulier à la fin, lorsqu'on s'aperçoit que les partisans de la nouvelle dynastie portugaise contre l'Union des couronnes peuvent tout aussi bien être des Portugais qui ont refusé pendant des décennies que leurs filles épousent des Espagnols, que au contraire, des descendants de ces mariages mixtes. Et c'est-à-dire qu'on va trouver parmi les gens qui sont tout à fait prêts à reconnaître la légitimité d'un roi portugais qui n'est plus roi d'Espagne, on va trouver des descendants d'Espagnols, de ces soldats castillans. Ce qui montre bien, d'une certaine manière, qu'on ne peut pas préempter les choix politiques des individus en fonction d'une nationalité supposée. Ce sont des termes qui sont anachroniques pour cette période. Ça ne veut pas dire que les gens n'aient pas d'identité. De toute façon, leur identité fondamentale, c'est d'abord, avant tout, et par-dessus tout, qu'ils sont catholiques. C'est le trait d'autodéfinition le plus absolument fondateur, fondamental. Et c'est une manière de répondre à la deuxième dimension de votre question, c'est-à-dire le rôle respectif des Espagnols et des Portugais dans la colonisation européenne du monde. Alors, on sait bien, n'importe qui peut le voir sur une carte, que les aires de colonisation ont été géographiquement complémentaires. L'Espagne s'est fondamentalement concentrée, outre l'archipel des Canaries, sur l'hémisphère occidental et les Philippines, tandis que le Portugal a essaimé des comptoirs sur la côte africaine, dans l'océan Indien, jusqu'à la Chine méridionale, et même, très brièvement, le Japon occidental, dans un type d'empire différent, évidemment, avec une dimension américaine très importante. Donc, il y a une complémentarité de fait, la division opérée au traité de Tordesillas, en quelque sorte, définit cette répartition. Sur le traité de Tordesillas, on est en 1494. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les enjeux ? Oui, donc c'est une rencontre entre des représentants du roi de Castille et d'Aragon et du roi du Portugal sous l'égide d'un légat pontifical qui se retrouve dans la ville du nord de la Castille, Tordesillas, et où les délégués négocient pour proposer un partage du monde, mais non pas du monde déjà conquis, mais du monde à conquérir à l'avenir, avec ce mélange assez extraordinaire de description mathématique du monde à travers les longitudes, et en même temps le fantasme d'une conquête indéfinie du monde qui n'est pas réalisée et dont on imagine qu'il faut d'avance se partager les éléments de cette conquête. Maintenant, il y a des zones dans cette histoire de très forte collaboration. Et justement, il se trouve que les Açores est un des lieux de collaboration, peut-être par excellence, dans la mesure où l'on sait bien que les flottes espagnoles ont pu bénéficier de l'abri des Açores dans toute la période qui précède l'Union des couronnes, et que d'une certaine manière, pas tout de suite, pas au XVIIe siècle, mais à partir du XVIIIe siècle, les Açores redeviennent aussi un espace, si ce n'est commun, un espace de collaboration entre la monarchie espagnole et la monarchie portugaise. On ne peut ni dire que ces deux ensembles sont opposés terme à terme, ni qu'ils sont fusionnels.
Et tout dépend des régions du monde dont on parle. Dans certains endroits du monde, la solidarité est très forte. Dans les navigations asiatiques, par exemple. À d'autres endroits, la rivalité est plus marquée. Et en tout cas, ce sont deux sociétés qui se projettent dans le monde avec, comme on dit aujourd'hui, des fondamentaux très proches. La catholicité, avant tout. La conception de l'altérité fondamentalement organisée autour de l'idée de pureté de sang, qui est un moule absolument fondamental, idéologique et politique, y compris avec des institutions qui se ressemblent, comme le type de juridiction, donc les audiences espagnoles, les relations portugaises, avec l'Inquisition qui est présente dans les deux sociétés. Enfin, voilà, ce sont des formes d'expansion coloniale vers l'extérieur qui sont très proches l'une de l'autre, qui se comprennent parfaitement. Et un élément aussi qui est très important, me semble-t-il, c'est une intercompréhension linguistique totale. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on a l'impression que la plupart des Espagnols ne comprennent pas la langue portugaise par une forme de paresse auditive, mais les deux langues sont des langues qui s'interpénètrent tout le temps, sans aucune difficulté, outre le fait que pour les élites lettrées, même si cette interpénétration linguistique n'était pas constatée, le latin serait là pour s'y substituer, en sorte qu'il y a une vraie grande et profonde fluidité entre les deux mondes. L'idée de deux talents nationaux, de deux tempéraments nationaux opposés l'un à l'autre, c'est vraiment une fabrication, disons, de la deuxième moitié du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, comme partout en Europe. Donc, pour revenir à nos mariages, ils sont peut-être un peu moins mixtes qu'il n'y paraît au premier abord ? Alors, ils ne sont pas mixtes du point de vue religieux, parce que d'abord, le mariage mixte religieux, ça n'existe pas sous l'Ancien Régime. Ils sont quand même mixtes sur un aspect technique, c'est que le soldat castillan, étant naturel d'une part de la couronne de Castille, mais surtout étant comme sujet de droit, dépend du fort militaire, c'est-à-dire du droit militaire et pas du droit civil. Il épouse une personne qui, elle, dépend du droit civil portugais. Et donc, d'un point de vue, en cas de conflit, en cas de brutalité, la question se pose de savoir quelle est la justice à laquelle on doit s'adresser ou qui peut se prononcer sur une situation conflictuelle. Est-ce la justice militaire de Castille ou la justice civile du Portugal ? Et là, effectivement, il y a quelque chose, il y a un point un peu dur, mais qui n'est pas de l'ordre de l'identité culturelle. Voilà. Et est-ce qu'il reste des traces de ces mariages dans l'identité açorienne telle qu'on peut la connaître aujourd'hui ? Non, je dirais que pour avoir évidemment séjourné sur place pour faire ce travail, je peux dire qu'il y a une forme d'abrasion de la mémoire complexe démographique de l'île, tel que les Açoriens se représentent leur monde aujourd'hui. Ce qui, au fond, les motifs, enfin, disons, les deux grands motifs sont d'une part la très très forte émigration depuis les Açores en direction du Brésil et des États-Unis au XXe siècle pour des raisons économiques qui sont d'une certaine manière à la fois le grand traumatisme, mais aussi l'existence d'opportunités, de relations très fortes avec le Rhode Island, par exemple, ou avec la région de Rio. Bon. Et la deuxième grande question est celle de l'autonomie acquise par les Açores dans le cadre de la République portugaise. Voilà. C'est ça les grandes questions et les grands éléments d'identification. L'histoire de la présence espagnole, en dehors de quelques historiens, est quelque chose de complètement, enfin, qui est à la fois non problématique et oublié, et puis ce qui est complètement oublié, et là, c'est vrai qu'un rappel à l'histoire est indispensable, c'est la présence africaine aux Açores, qui n'est plus visible en termes chromatiques, mais qui a été très importante, qui a été niée, pour des raisons idéologiques, première moitié du XXe siècle, disons. Et là encore, celui qui va voir les registres paroissiaux voit comment des enfants esclaves sont baptisés avec la catégorie prêtre ou nègre sur le registre de baptême, qui montre qu'il y avait des esclaves noirs dans les îles des Açores. Donc c'est plutôt ça. Et il y a une sorte d'amnésie de ces choses-là au profit d'autres éléments identitaires. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Chaube. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté l'Histoire, le podcast.
Retrouvez l'article de Jean-Frédéric Chaube et beaucoup d'autres encore dans le numéro de mai 2026 du magazine L'Histoire, ainsi que sur notre site internet l'histoire.fr, avec l'ensemble des articles publiés par l'Histoire depuis sa fondation en 1978. Cet épisode a été préparé par Anaïs Fléchet, avec l'aide de Clément Fabre, Valérie Hanin et Géraldine Soudry. À la lecture, Valérie Hanin. Au son, à la musique et au montage, Lucas Filippo.